C'est comme si c'était moi qui lançais l'image et le son. La fabrique de la scène. Une saison à Malakoff, scène nationale. Non, je fais bien. Par Octave En Broutard. gros, je parle et après je lance la piste et l'image. Épisode 16. Jeudi 8 septembre, c'est la rentrée pour cet épisode numéro 16 où on va assister à une répétition, celle du prochain spectacle de Mathieu Bauer qui sera joué le 17 et 18 novembre à Malakoff, scène nationale, et son titre est Paléolithique Story, avec comme sous-titre « Comment avons-nous pu nous retrouver si coincés ?» Un spectacle programmé dans le cadre de la 2e édition d'OVNI, le festival de l'inclassable, pour une pièce qui parle de l'histoire des premiers âges de l'humanité et où l'histoire va se rejouer et s'écouter en musique et en paroles sur scène. Mais on va plutôt laisser le concepteur et metteur en scène du spectacle nous en dire un peu plus et je laisse donc la parole à Mathieu Bauer, donc metteur en scène et musicien. Et donc voilà, qui suis à pied d'œuvre pour cette nouvelle création qui s'appelle Paléolithique Story. Voilà. Alors, de quoi parle Paléolithique Story ? Où est-ce qu'on se situe là ? À moins 35 000, entre moins 35 000 et moins 10 000, 12 000, 8 000, selon la datation un peu précise de la révolution néolithique, qui n'est pas partout pareil. Et donc, oui, c'est un spectacle autour comme ça de l'anthropologie préhistorique, on va dire, et cette période un peu étrange qu'est le Paléolithique supérieur, donc moins 35 000, avec les premières grottes, l'art pariétal, les premières sépultures, les premières hypothèses qui ont été posées sur ces sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et il y avait un désir comme ça de retourner un peu aux origines. Alors c'est pas tout à fait les origines, parce que ça remonte à bien plus loin, l'histoire de l'humanité évidemment. Mais peut-être qu'on a les premiers signes là de certaines organisations sociales et voilà. Et ce qui est assez beau, c'est que ça génère un certain nombre d'hypothèses, puisqu'on a trouvé finalement assez peu de choses sur cette période. Enfin voilà, quelques sépultures. Et après, il y a eu un travail des outils, quelques campements ici ou là, mais pas grand-chose. Et à partir de tout ça, il y a un certain nombre d'anthropologues qui ont essayé d'émettre des hypothèses sur la façon dont nos ancêtres vivaient, cohabitaient, quel type d'organisation ils avaient, est-ce que c'était hiérarchique, pas hiérarchique, est-ce que c'était des sociétés égalitaires, est-ce que c'était des sociétés de subsistance ou d'abondance selon les uns les autres. Et puis il y a un certain nombre de motifs qui viennent se greffer autour de tout ça, qui sont la question du stockage, des outils, de la place des femmes, etc., etc. Et puis peut-être une autre question qui est un peu en filigrane, mais qui n'est pas celle qui est la plus essentielle, puisque c'est la question de la naissance des inégalités sociales, d'une certaine façon. Et comment, à un moment donné, on a basculé dans un monde qui est le monde dans lequel on est aujourd'hui, et comment ça s'est fait, comment ça s'est opéré. Voici nos chasseurs-cueilleurs. C'est super, on regarde les classes. Un petit groupe On reprend d'individus. la vie tout de suite. On peut s'arrêter juste effectivement sur Certains prétendent que c'est évidemment avec la naissance de l'agriculture, des premières villes, des premiers États, la naissance de la bureaucratie. Oui, c'est ce qu'on retrouve chez Rousseau déjà, Discours sur le fondement de l'inégalité parmi les hommes, le dernier livre de Yuval Noah Harari, Sapiens. Oui, mais lui, il est plutôt à charge, et nous, on est parti d'un article, quand même, faut bien le dire, de David Graeber et David Wengrow, qui ont écrit dans Le Crieur, qui sont plutôt d'obédience un peu anarchiste. Feu David Graeber qui est décédé. Malheureusement, oui, sur son travail, qui est peut-être parfois un peu farfelu, enfin, qui est remis en question, parce que, évidemment, il s'autorise quelques libertés. Pour un libertaire, c'est pas, c'est pas étonnant. Voilà, et qui finalement se dit, il y a quand même eu d'autres types d'organisations sociales, on les a pas vues, on n'a pas voulu les regarder. C'était peut-être pas aussi simple que ça, tout cela. Voilà, la façon dont on raconte toujours ce récit originel. Et il y avait peut-être quelque chose en filigrane en dessous, un peu caché, un peu masqué, d'autres types d'organisations qui faisaient qu'il y avait des choses beaucoup plus horizontales, où on n'était pas forcément, à un moment donné, sous l'égide d'un chef, d'une administration, d'un État, d'un empire, d'une royauté. Et c'est dans ces modèles-là qu'il faut peut-être aller chercher aujourd'hui pour essayer de voir quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'on peut mettre comme hypothèse sur le plateau, s'amuser avec tout ça pour inventer aussi à un moment donné d'autres récits, d'autres histoires et opérer des bifurcations, quoi.
C'est abyssal parce que c'est quand même une période qui, enfin, je pense, je parle juste du paléolithique, mais Oui, c'est la période c'est l'âge de pierre et c'est la période des chasseurs-cueilleurs. exactement, oui. Et puis il y avait quelque chose comme ça qui me plaisait bien moi, ce qui revient à une chose très très personnelle aussi du plaisir de la promenade, de la cueillette. Et Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une vision mythifiée de cette période-là, le fameux état de nature dans lequel on aurait été tous égaux? Ouais, Hobbes, hein, c'est le contraire, l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, il y a deux visions qui s'opposent. Il y en a une qui l'a emporté, grosso modo, c'est celle de Hobbes, pour le dire très rapidement, qui a donné naissance au libéralisme et la justification à un moment donné de ces organisations qu'on connaît, qui sont quand même de plus en plus coercitifs, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais a priori les gens ont envie à un moment donné, c'est ce type d'organisation qu'ils ont envie de voir. Donc c'est deux récits, mais qui nous mènent toujours au même point finalement, et qui est cette espèce de truc de Jared Diamond qui nous dit à un moment donné, c'est la fin de l'histoire et l'horizon de l'homme ne sera jamais indépassable au-delà de la question du progrès et du capitalisme. Et c'est un peu ça qui est un peu désespérant au bout d'un moment. C'est comme si on ne pouvait pas échapper à cette sorte d'évolutionnisme qui nous pousse effectivement à un moment donné à se retrouver dans un tout petit peu bordé, c'est le moins qu'on puisse dire, cadré, et qui nous permettent plus d'avoir des latitudes pour essayer d'imaginer des alternatives, tout simplement. Et justement, ça s'inscrit aussi dans une vision linéaire de l'histoire, et là, des répétitions et de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup d'anachronismes. On prend des libertés, on s'amuse. Bien sûr, il y a un contexte, on a créé un contexte, l'ouverture d'un musée qui doit être dédié effectivement à cette période-là, qui va jamais ouvrir, évidemment. Et puis il y a un personnage féminin qui va essayer de bousculer comme ça une figure un peu professorale qui est dans une forme de renoncement, enfin qui est dans un grand doute existentiel par rapport à ce que il est en train de raconter. Elle va réinsuffler comme ça, à force d'émettre d'autres possibilités. Elle va créer comme ça une espèce une petite comédie musicale, parce qu'elle estime que ce musée est un peu mort, enfin tout est sous cadre, on a le droit de toucher à rien, on peut juste poser nos yeux mais on peut pas s'en saisir, et elle va bousculer de façon assez incroyable, enfin voilà, ce petit monde, et elle va inviter 3 musiciens à participer à cette folie-là, et on va retraverser comme ça cette période-là avec effectivement beaucoup de plaisir, de joie, parce que c'était aussi ça, je crois. Il y a un texte de Bataille magnifique sur la naissance de l'art, qui consacre définitivement l'espèce humaine aussi comme une espèce en capacité de jouer, de rire, de s'émouvoir, de transcender sa condition animale. Et comme dans tout spectacle de Mathieu Bauer, il y a une composante musicale qui n'est pas négligée du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique dans ce spectacle ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique dans ce spectacle ? Elle est bien présente. On a trouvé un bon stratagème pour la convoquer avec cette idée du Paléolithic Story. J'aimais bien le titre aussi pour ça, parce qu'évidemment, il y avait une petite référence directe à la comédie musicale. Et le personnage féminin qui est porteur, effectivement, qui a envie de se débarrasser des passions tristes et d'avoir des passions un tout petit peu plus politiques, et des choses qui nous soulèvent un tout petit peu, décide de réinjecter dans ce musée ces 3 musiciens. Donc ils sont multifonctions, à la fois ils sont une sorte de petite expérimentation de ce que pourrait être une petite communauté, puisque un groupe de rock, enfin par définition, 3 musiciens, c'est déjà une communauté, il faut se mettre d'accord, partir ensemble, etc., etc. Et puis après, il y a toujours ce jeu de va-et-vient entre le texte et la musique, qui est une écriture qu'on a toujours menée de front avec mon vieux complice Sylvain Cartini. Qui est une partition c'est toujours cette articulation très particulière qu'on a entre texte et musique. Et là, c'est vrai que la musique se met un peu plus au service, on va dire, du propos général, qui est un peu quand même la question de l'anthropologie préhistorique et l'anthropologie sociale, quoi. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio. À suivre.